Et il faut qu'on fasse un peu de physique dite moderne ou du XXe siècle. Alors, il y a plusieurs aspects. J'ai regardé un petit peu les programmes juste pour me rafraîchir la mémoire. Donc si j'ai bien compris, au programme, il y a un peu de relativité. Ça, c'est en terminale maintenant. Avec les muons. Alors, vous avez dit muons, ouais. Hein? Il y a un peu de physique quantique. Bon, ça va être en STL. Alors, ça, j'ai trouvé ça dans des programmes de classe prépa, bien sûr. Alors, il parle de dualité entre corpuscules, qui est un très mauvais terme, mais enfin, ouais, j'en dirai un mot. Mais, donc, On a fait tout un semestre. et puis les ondes de matière, avec des interférences, y compris avec des particules qu'on attribue généralement à la matière, des électrons, etc. Il y a la question de la quantification des niveaux d'énergie d'un atome. Et puis la question de l'émission spontanée, l'émission induite. Et puis l'absorption, ça c'est les coefficients d'Einstein. Il y a, je pense, l'effet photoélectrique, il faut connaître au moins le principe. Il y a un autre truc, à mon avis, important, c'est la radioactivité, au moins quelques notions. Enfin, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez être interrogé par des petites questions par-ci par-là. C'est toujours sympa. Deux heures, ça va être chaud, non, pour faire de ça quand même en dire un mot. Ouais, on rajoutera un peu, s'il faut, on rajoutera un mot. Ouais, c'est très bien qu'on rajoute. On va pas partir des fétistes. Non, mais c'est trois fois rien, vous connaissez tout ça. Oui, bah non, pour pas y aller. On verra, on va faire ce qu'on peut. Il ne faut pas non plus que vous ayez des connaissances super détaillées, mais il faut avoir compris le principe et la perspective. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues dans le programme qui... Il y a un peu d'astronomie aussi, c'est-à-dire un petit peu les dimensions, l'architecture du cosmos. On a ça vraiment parlé. Hein. Ça va être utile. Oui, c'est vrai. Il y a autre chose dont vous voudriez qu'on parle? Parce que moi je connais moins bien le programme que vous. Vous parlez du travail ou terminal? Non, terminale et classe prépa, parce que je crois que c'est ça qui est au... Vous êtes censé... Alors, il n'y aura pas un problème entier sur des choses de classe prépa, mais vous devez avoir un petit peu les idées. Ça, c'est en terminale, hein, la relativité, enfin, certains aspects de la C'est relativité. les tout derniers cours. Dilatation des temps, contraction des longueurs. Est-ce que ça vous parle à tous déjà? Oui. Non. Non. Jamais. Comment? On va partir on part d'un niveau 0. Bon, alors par contre, on commence. Relativité? Oui, Allez. on va faire la grange et tout ça? Hein? On va faire la grange et tout ça? Lagrange. Lorentz. Merci. Je ne suis pas sûr que la transformation de Lorentz soit dans le programme. Je crois pas. Si on parle de dilatation des temps et tout ça, on est obligé. Sauf que c'est fait en terminale, c'est fait de façon Ah oui, d'accord, qualitative. en mode terminal. C'est juste le. Comment on l'appelle? Bon. La relativité là. Bon, j'efface ça, du coup je vais oublier ce qu'on avait mis, mais bon, on verra. Donc on va commencer par la relate. La vidéo. Grand 1, relate. Bon, le point clé, c'est le principe de relativité. Alors, principe de relativité restreinte, c'est-à-dire galiléenne. Il faut bien savoir que la relativité restreinte, la théorie qu'a développée Einstein en 1905, n'est rien d'autre que l'application du principe de relativité de Galilée, donc qui date
Vous avez un siècle et demi plus tard. Hein? Vous pouvez le rappeler. Oui, alors ce principe de relativité dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Et les référentiels galiléens sont les référentiels dans lesquels la loi de l'inertie s'applique, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'action sur un corps, sa vitesse reste éternellement constante. S'il est au repos, il reste au repos. S'il y a une vitesse v, il garde sa vitesse v en direction et en norme. Et donc, dans tous les référentiels galiléens, les lois de la physique sont les mêmes. Et effectivement, en mécanique, les lois de la physique, c'est simplement mdv sur dt égale somme des forces. Si vous passez d'un référentiel à un autre, vous avez une modification des coordonnées et de la vitesse. Donc si un corps, alors on va dire, si on a la vitesse de m par rapport à r, c'est la vitesse de m par rapport à r' plus la vitesse de r' par rapport à r. On a vu la composition des vitesses. Étant donné que ça, par définition, enfin pour un référentiel galiléen, c'est une constante. Ça ne dépend pas du point où on se trouve, c'est une translation. Donc les référentiels galiléens sont tous en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Donc on a V0 ici, donc je peux écrire V égale V' plus V0 si j'appelle V' la vitesse dans le référentiel en mouvement à la vitesse V0. Hein, donc les vitesses s'ajoutent vectoriellement lorsqu'on compose des vitesses. On compose la vitesse d'un corps par rapport à un référentiel avec la vitesse du référentiel par rapport à un autre référentiel. On a quelque chose comme ça. Si vous faites ça, vous voyez que donc ça c'est dans le référentiel R. Voilà les lois de Newton. Dans le référentiel, enfin, si je remplace V par V' plus V0, j'ai donc m d de V' sur dt plus d de V0 sur dt égale somme des forces. Et si justement V0 égale constante parce qu'on a un référentiel galiléen, donc il faut absolument que ce soit une translation uniforme. Si ce n'est pas le cas, d de V0 sur dt ne sera pas nul. Et donc vous ne pourrez pas écrire ce que j'écris là maintenant, à savoir m d de V' sur dt égale somme des forces. Donc vous voyez que ces lois de la physique là, écrites dans le référentiel R, ont dans le référentiel R' exactement la même forme, avec les mêmes forces et la vitesse correspondante à la vitesse dans le référentiel en question. Donc c'est ce qu'on fait. Mais parce que les mêmes formes, si le dv' sur dt il est différent du dv sur dt, Oui. le m est le même, donc ça veut dire que les f sont différents entre Non. R et R'. Non. Pourquoi? Dans le référent, si on a ça, alors on a ça. Donc il n'y a pas de contradiction de toute façon. Mais Non. le point clé, c'est que la vitesse n'est pas la même dans le référentiel R' et dans le référentiel R, mais l'accélération est la même. C'est des conditions D'accord, initiales. donc les deux termes là ils sont égaux, strictement, dans les deux référentiels. Le Oui. dv sur dt Oui. et le dv' sur Oui, dt. parce que dv sur dt, c'est dv' sur dt plus 0. Donc, les accélérations sont les mêmes. Donc les lois de la physique sont les mêmes. Mais il faut faire vraiment attention que c'est pas parce que les lois de la physique sont les mêmes qu'il se passe la même chose. Il se passe la même chose si on fait la même chose. Mais prenons un exemple. Le tableau est un peu petit quand même. Peut-être que j'écris plus petit, je peux effacer là. Imaginons une expérience. J'ai un corps, je le lâche. Donc, lâcher d'un corps sans vitesse initiale
dans, par exemple, dans un référentiel dans R' ou dans R. Tiens, on va changer. Dans R, d'une hauteur h au-dessus de la référence hauteur z égale h. Que se passe-t-il? Alors, et il règne un champ de pesanteur dirigé suivant uz, etc. Ah. Ça y est, ça commence. Il est quelle heure? Il est 14h15. Oh, ça va, hein. Bon temps. Le quart d'heure académique est passé, il n'est pas là, c'est notre salle. Donc les lois de Newton nous disent que mz de point égale moins mg, et donc z point égale moins gt, et donc z égale moins 1,5 gt2 plus h. Et donc si on trace le mouvement, enfin si on regarde la trajectoire, eh bien le corps Je suis pas sûr. Perso, je suis pas sûr. tombe verticalement, suivant la définition même de la verticale, la direction dans laquelle nous entraîne le champ de pesanteur. Bon. Décrivons maintenant ceci dans un autre référentiel. Même expérience décrite dans R', tel que V de R' par rapport à R égale V0. Donc je suis dans un référentiel en mouvement à la vitesse V0, par exemple vers la droite. V0 égale V0ux, V0 positif par exemple. Alors les lois de la physique sont les mêmes, les voici. Donc ça me dit que M d de V' sur dt égale moins mg, bon je retire les n tout de suite, d de V' sur dt égale moins g, et donc, alors je vais projeter sur l'axe z et l'axe x, ça me dit que z' de point égale moins g, et que x' de point égale 0, et que y' de point aussi est égal à 0. Ok. Eh bien, ça s'intègre. Ça me fait z' point égale moins gt plus le z' point initial qui était 0. Et par contre, pour x', ça me fait x' point égale constante. Sauf qu'au début, ça valait pas 0. Ça valait combien? X' point, ça valait moins V0. Hein? Puisque R, on avait qui vaut V' plus V0. On avait V égale 0, donc V'. C'est V moins V0. Donc voilà. Et par conséquent, z' de t égale h moins 1,5 gt2 et x' de t égale moins v0t si je pars de 0. Et donc, dans le référentiel R', ça c'était dans R, dans le référentiel R', la trajectoire, la voici. Une parabole. C'est pas dans R du coup ça? Parce que dans Ça c'est dans R'. J'étais dans R au début. Dans R, je lâche parce que c'est sans vitesse initiale. R' qui bouge par rapport à R. Ah, mais Ouais. dans R', on voit l'autre bouger. Dans R', ça bouge. Dans R, ça tombe vertical. Dans R', bah, ça tombe en s'éloignant, puisque... Admettons que R' c'est un wagon qui roule sur derrière vous, c'est exactement pareil. Si je le lâche là-bas, elle tombe droit de Ah, métier. vous voulez lâcher... Attendez, vous voulez lâcher droite...
Sans vitesse initiale dans quel référentiel? Dans le wagon. Ah, mais là c'est pas le cas, c'est sans vitesse initiale dans R. Ah, d'accord. C'est sur le quai que vous la lâchez. C'est R qui bouge par rapport à R en fait. Bah, non, R bouge par rapport à R', mais R' bouge par rapport à B. Simplement, vous le lâchez sans vitesse initiale dans R. Vous êtes sur le quai, vous lâchez la bille, et le train passe, et lui, dans le référentiel du train, le même mouvement est décrit, évidemment d'une autre façon. Dans un cas, c'est une droite, dans l'autre, c'est une parabole, mais ce sont les mêmes lois de la physique. Donc c'est pas parce qu'il ne se passe pas la même chose, qualitativement et quantitativement, en termes de trajectoire, de vitesse, etc. Dans ce référentiel, la vitesse est constamment dirigée vers le bas. Là, pas du tout. La vitesse change même de direction. C'est juste une histoire de point de vue, là. C'est juste une histoire de point de vue. Le point clé, c'est que néanmoins, les lois de la physique sont les mêmes. C'est-à-dire, la même chose peut donner lieu à des manifestations différentes suivant le point de vue, comme vous dites, mais néanmoins obéir aux mêmes lois. Et le principe de relativité dit que toutes les lois de la physique doivent satisfaire à ce principe, c'est-à-dire les seules lois de la physique possibles sont celles qui prennent exactement la même forme dans tous les référentiels galiléens. Ah oui, quel que soit le point de vue. Quel que soit le point de vue galiléen, dans tous les référentiels galiléens, les lois de la physique doivent être les mêmes. Ça s'énerve un peu là. Ça bouge de plus en plus. Là, Merde, ça se trouve, ils reprennent à 15h. Je vais voir ce qui se passe quand même. Oh non. C'est toute une âme en peine qui erre dans le couloir. Et donc, les lois de la physique, vous voyez que c'est extrêmement contraignant. Les lois de la physique doivent être invariantes par changement de référentiel. Sinon, ça veut dire que suivant le référentiel dans lequel vous vous placez, galiléen, c'est pas les mêmes lois qui s'appliquent. Ça veut dire donc qu'il y a certains référentiels galiléens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Dans certains, les lois s'expriment comme ça, dans un autre, les lois s'expriment autrement. Du coup, ça n'a pas grand sens, puisque, enfin, en tout cas, ce serait contradictoire avec l'idée qu'il n'y a pas de référentiel privilégié dans l'univers. Or, il n'y a pas de référentiel privilégié dans l'univers, c'est justement ça le principe de relativité, qui nous dit que, dès lors qu'on est dans un référentiel galiléen, il n'y a pas plus de sens à dire je suis au repos ou je suis en mouvement. Ça dépend par rapport à quoi. Les seules choses qui ont un sens, c'est les vitesses relatives. Donc, dire que R est au repos et R' est en mouvement, ça ne veut strictement rien dire. On peut décider que c'est R' qui est au repos et R qui est en mouvement. Mais être au repos, c'est par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à soi, justement. Juste ça. Par contre, il y a deux classes de référentiels différents, les galiléens et les pas galiléens. Ça, oui. En tout cas, en relativité restreinte, enfin, de manière générale, oui, il y a des référentiels dans lesquels la loi d'inertie s'applique, c'est-à-dire dv sur dt égale 0 s'il n'y a pas de force, et d'autres où ce n'est pas le cas, parce qu'il se manifeste des forces d'inertie, justement. Les forces d'inertie, concrètement, c'est Coriolis et force d'entraînement. Force d'entraînement. Donc, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Bien. Ça, c'est le principe de relativité. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la loi de Newton, FdV sur dt égale somme des forces, satisfait bien ce principe. Et les forces sont les mêmes que vous l'exprimiez. Enfin, la force qui s'exerce dans un référentiel, c'est la même que la force qui s'exerce dans un autre référentiel. C'est bien naturel, la force ne sait pas dans quel référentiel on l'a. Enfin, son expression pourrait changer, mais non, ce serait pas. Non. Enfin, de toute façon, elle ne change pas. Mais si elle changeait, ça voudrait quand même dire que. Il y a, enfin, oui, la force qui s'exerce entre deux corps, elle ne doit pas dépendre du référentiel, elle est ce qu'elle est. D'accord. Donc. Enfin, voilà. Bon, ouais. Donc, ça, c'est une forme possible d'une équation qui est invariante par changement de référentiel. Alors, ce n'est pas forcément la seule, c'est pas la seule, mais c'en est une. Donc, les lois de Newton satisfont au principe de relativité, bien évidemment. Alors, le problème, c'est que quand on fait de l'électromagnétisme, donc à la fin du
du 19e siècle, on tombe sur des lois. Div de E égale ρ sur epsilon 0. Rho de égale moins dB sur dt. Bon, pareil avec B, d'accord. Allez, on révise. Rho de B égale pardon, 2,0J plus epsilon 0 mu 0 dE sur dt. N'est-ce pas? Eh bien, si vous faites un changement de référentiel avec les lois galiléennes de changement de référentiel, donc un point M a pour coordonnées x, y, z dans R, et le même point M, pardon, a pour coordonnées x', y', z' dans R'. Qu'est-ce qui relie les coordonnées x, y, z et x', y', z'? Si vous connaissez les coordonnées dans R, comment déterminer les coordonnées dans R'? Bah, ça dépend évidemment de ce qu'est R'. Alors je vais choisir comme R' le référentiel. Ça aurait été bien de garder ça, mais c'est pas grave. Non, allez. Alors, je vais prendre le référentiel R, X, Y, Z, ça c'est R, O, et le référentiel R', il se déplace à vitesse constante par rapport au premier, parce que les deux sont galiléens. Donc il se déplace dans une certaine direction avec une certaine vitesse. J'appelle axe X la direction dans laquelle il se déplace. J'ai le choix, il y a une vitesse qui est scalaire, il y a un V0 quelconque, et ce V0, je définis l'axe X comme cette direction. Donc voilà les deux référentiels. Maintenant, si j'ai un point M quelque part, le vecteur R, c'est celui-là, et le vecteur R', c'est celui-là. D'accord? Par définition, M, c'est x ux, plus y uy, plus z uz, si les coordonnées de M, c'est x, y, z. Donc, R, c'est OM, c'est ça. Et R', c'est O'M. Par définition des coordonnées x', y', z', c'est x', alors c'est ux', mais ux' c'est comme ox, ils sont en translation, hein, je garde les mêmes axes, donc c'est les mêmes vecteurs unitaires, plus y', uy, plus z', z. Mais O'M, c'est aussi OM moins OO'. D'accord? Et OO', c'est quoi? OO', alors ça dépend du temps. Plus le temps passe, plus OO' est grand. D'accord? Mais OO', je peux l'écrire comme étant égal à... Alors, si je prends un instant 0, je dis que O' était sur O. Je choisis un instant 0 quand je veux. Simplifions-nous la vie. Eh bien, O' s'éloigne de O à la vitesse V0ux. Et donc, l'équation toute cassée de toute façon. Malheureusement, on peut, ouais, c'est l'enfer, on peut pas aller. Ah. D'ailleurs, est-ce que peut-être je peux mettre aussi un peu de lumière? Bien joué. Ah oui. Merci. Donc O', c'est V0, V0t ux. Ça vous va ça? O', c'est V0t ux. Et donc, en vecteur comme ça, là, c'est V0, 0, 0.
Par conséquent, le vecteur O'M ici, qui est donc OM moins O'O', c'est en fait eh bien, x moins V0 UX plus Y UY du Z du Z, oui, du Z du Z. Et donc il suffit d'identifier, ce vecteur-là est égal à celui-là, donc x' égale x moins V0, y' égale y, et z' égale z. Donc on a moins V0 t, il manque le t bien sûr. Bien sûr. Pardon. Est-ce que c'est à peu près le même raisonnement pour Varignon ou pas? Parce que ça me fait beaucoup penser à une réflexion. On considère un point de notre solide qui bouge par rapport au référentiel initial et après on calcule tous les autres points du même système. On s'est servi de ça quand on a calculé les forces d'inertie justement. Si vous dérivez ça, vous avez la relation entre les vitesses. Si vous dérivez ça, vous allez avoir que d de O'M sur dt, c'est-à-dire V', est égal à d de OM sur dt, c'est-à-dire V moins V0. C'est la loi de composition des vitesses qu'on a eu avant. Et si vous dérivez encore une fois, vous allez faire apparaître les forces d'inertie, enfin les accélérations de Coriolis et d'entraînement. Mais du coup, là, pourquoi pour R', c'est les vecteurs UX, UY, UZ et pas UX'? Si, mais c'est les mêmes parce qu'ils sont en translation. Ok, donc c'est juste parce que c'est une translation. Absolument. Ah oui, si en plus vous tournez, il y a d'autres transformations. Donc là, c'est la plus simple, juste une translation. Mais si ça tourne, de toute façon, c'est plus galiléen. Bah, oui, j'ai effacé les équations de Maxwell. On les connaît, on les connaît. Ah, vous les connaissez par cœur, bien sûr. Bien sûr. Bon, donc voilà, ceci est une transformation. C'est la transformation des coordonnées du point M quand vous êtes... Enfin, c'est le même point M décrit par ses coordonnées dans R et décrit par ses coordonnées dans R'. Vous avez une transformation d'un référentiel dans l'autre. Et ça s'appelle la transformation de Galilée. Je ne sais pas si Galilée l'a écrit comme ça, enfin, c'est tellement trivial. Vous connaissez tous la loi de Stiglitz. Tout à fait, c'est bien. Vous ne connaissez pas la loi de Stiglitz? La loi de Stiglitz, ça dit que quand une équation ou une loi porte le nom de quelqu'un, c'est jamais lui qui l'a... Ah oui, c'est jamais lui. Et cette loi s'applique à cette loi elle-même. D'accord. C'est-à-dire que... Ah bah oui, ça aurait été aberrant. Bien sûr. Donc c'est la loi de Stiglitz. Donc la transformation de Galilée, c'est pas Galilée qui l'a écrit. Enfin, c'est complètement évident, il suffit d'écrire et voilà. Mais il a existé, Stiglitz, ou c'est un nom qui veut dire... Oui, il a existé quand même. D'accord. Il a écrit un bouquin où il parle de cette loi, mais il dit lui-même qu'il a emprunté en fait à quelqu'un d'autre. Enfin bref, ça s'appelle la loi. Bon, je ne connais pas tout le détail. Mais... Bon, donc voilà la transformation de Galilée. Ok. Alors, si j'avais laissé les équations de Maxwell là, vous pourriez voir, ou pas voir, mais vous pourriez me faire confiance qu'on voit que ces équations de Maxwell ne sont pas invariantes par ce changement de coordonnées. Tout à fait. Ce qui pose problème, parce que ça veut dire que les équations de Maxwell, dont on estime que ce sont les lois fondamentales de l'électromagnétisme, et c'est le cas, ne satisfont pas au principe de relativité si, pour passer d'un référentiel à un autre, il faut changer les coordonnées comme ça. Or, il faut changer les coordonnées comme ça, puisqu'on vient de le démontrer. Mais comment on s'en aperçoit que... Ah ben, vous remplacez x, y, z par x', y', z' là-dedans, et vous voyez, donc la divergence devient tel truc, Le rotationnel, la dérivée par rapport au temps, et vous voyez que ça va faire sortir des trucs, là, le dérivé par rapport au temps, enfin le lien entre, enfin, là ça va rien changer, mais là entre la dérivée par rapport à x et par rapport au temps, il va y avoir un truc, et c'est juste... Alors, on peut se donner une liberté qui est de changer la valeur des champs E et B, parce qu'il n'y a aucune raison que dans l'autre référentiel, le champ E et le champ B soient les mêmes. Donc on a cette liberté-là, mais ça ne suffit pas à sauver
à sauver l'invariance. Donc il y a des termes qui apparaissent, quoi, en gros, c'est ça que ça veut dire. Oui, enfin, Des termes qui apparaissent. si vous supposez que les équations de Maxwell sont justes dans le référentiel R, Ouais, vous écrivez ce qu'elles donnent en termes de x', y', z', d'accord. et vous apercevez que la nouvelle, donc ça fait des nouvelles lois, elles valent ce qu'elles valent, mais ce qu'elles valent, c'est plus div prime de 0 égale ρ sur epsilon 0, enfin c'est plus les équations de Maxwell, elles n'ont plus la même forme. C'est pas juste qu'il se passe pas la même chose, ça on a vu déjà avec juste je lâche un corps dans deux référentiels, il se passe pas la même chose. Dans un cas ça tombe verticalement, dans l'autre ça fait une parabole. Mais ce sont les mêmes lois qui gouvernent ce qui se passe. Là, c'est plus les mêmes lois qui s'appliquent, et donc les équations de Maxwell ne sont pas invariantes par transformation galiléenne, transformation de Galilée, ce qui est un problème très 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 sérieux. Ça a été découvert quand, ça Oh, bah rapidement, après l'écriture des équations de Maxwell. Alors, donc les gens se sont aperçus rapidement, et il y a un certain Lorentz qui s'est aperçu que, ok, c'est pas invariant par cette transformation-là, mais c'est invariant par une autre transformation. Celle de Lorentz. Transformation de Lorentz. Là, pour le coup, c'est peut-être bien mis quand même. Oh, bah, je sais pas. Enfin, donc, équation de Maxwell non invariante par la transformation de Galilée mais invariante par transformation de Lorentz. Alors, il faut bien comprendre qu'elle est sortie du chapeau. Hein. À ce stade-là, il se trouve que si on applique la transformation que je vais écrire, en fait, les équations de Maxwell sont invariantes. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Enfin, Lorentz n'a pas du tout... pas du tout compris ce qui se passait réellement. C'est mathématique, on voit qu'effectivement, c'est-à-dire quand on essaye de voir, on voit qu'il manque des termes, on voit comment il faut faire pour, voilà, et on s'aperçoit qu'une transformation qui rend les équations de Maxwell invariantes, moyennant aussi une modification des champs, hein, mais c'est la transformation suivante, x' égale gamma x moins v0t, y' égale y, z' égale z, et t' égale gamma t moins... Alors, il faut que ce soit homogène, hein. Donc v0 sur C2, x. Pression première ou L3. Sur C2. Alors là, quand on voit ça, on se dit ça n'a pas le moindre sens. La coordonnée temporelle ne serait plus la même. Et ce c, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est la vitesse de la lumière, c'est 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, qui interviennent dans les équations de Maxwell. C'est pas étonnant qu'il intervienne un truc lié aux équations de Maxwell, puisque c'est justement la transformation qui laisse les équations de Maxwell invariantes. Donc, voilà. Si on fait ça, avec ici le C qui vaut ça, eh bien, à nouveau, les équations de Maxwell sont invariantes, moyennant une certaine transformation des champs, que je connais au premier ordre, mais pas au premier ordre en V sur C, mais pas de façon générale, je les ai trompés. Mais en gros, d'ailleurs, on l'a un peu vu quand on a fait l'induction, on a vu que si vous avez un champ B, donc si vous avez E et B dans un certain référentiel, dans R, vous avez E' qui au premier ordre c'est comme E, mais il y a des corrections, hein, en V sur C, et B', grosso modo, c'est V0 vectoriel B. Ou moins V0 vectoriel B. Ah non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est E' qui est, excusez-moi, c'est E plus V vectoriel B, et B', au premier ordre, ça doit être B. Mais ce n'est qu'au premier ordre, enfin, donc, j'essaierai de les retrouver
Et c'est comme ça qu'on a vu que l'histoire d'induction, hein, vous vous rappelez, on avait dit soit on déplace un conducteur dans un champ constant, soit c'est pas le conducteur qui se déplace, mais il apparaît la force électromotrice. Enfin, je sais pas quoi. À un moment, on a écrit un truc comme ça pour comprendre ce qui se passait. Ça évoque aussi la force Le champ électromoteur, là, c'est ça? Ouais. Ainsi, oui, bah il vient de là. Ainsi, vous déplacez. S'il n'y a pas de champ E, si E vaut 0, alors il n'y a rien pour mettre en mouvement les charges. Mais si vous déplacez le conducteur, alors les charges, elles sont déjà en mouvement, elles vont à la vitesse V, et donc il s'exerce sur elles une force V vectorielle B, par exemple comme ça. Et donc, alors qu'il n'y a pas de champ E, il y a quand même les charges qui se mettent en mouvement par rapport au fil. Donc c'est comme si... Donc ça veut dire que dans le référentiel du fil, il doit y avoir un champ E. Parce que dans le référentiel du fil, au début, elles ont une vitesse nulle. Si elles ont une vitesse nulle et qu'il n'y a pas de champ E, il n'y a pas de force du tout. Donc ça veut dire que dans le référentiel du fil, il y a forcément un champ E qui s'est manifesté, lequel, quand on faisait le calcul, on voyait que c'était ça. Et donc vous voyez que c'est dans la transformation. Donc pour rendre les équations de Maxwell invariantes, il faut faire cette transformation des coordonnées et changer les champs d'une certaine façon, qui au premier ordre donne ça, mais de manière complète, c'est pas ça. Il y a un gamma qui traîne, enfin bon, il y a des choses. Oui. Question naïve, est-ce que les lois de Newton sont invariantes par la transformation de Lorentz? Oui. Oui, et j'y viens. Avant ça, j'ai oublié d'écrire gamma. C'est quoi ce gamma? C'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C. Lorentz, ça ne devient pas Galilée sous cette condition? Si la vitesse est très petite entre les référentiels. Ah, je vois où tu veux en venir. Ouais. Je crois que c'est ça. J'ai pas de souvenir de relais de l'année dernière. Hein? Ça change jamais au cas. Ah si, pourquoi? Enfin, la transformation de Lorentz, non, je ne pense pas qu'on vous demande de la savoir. Il se peut qu'elle soit écrite dans un exercice et que vous ayez besoin de vous en servir. C'est pas exclu. Mais c'est pas explicitement au programme. Que je sache. C'est déjà comme au classe, la physique relative, tout ça? Ah oui. Je sais pas, c'est déjà tombé, mais ça peut clairement tomber. Enfin, tout ce qui, à partir du moment où c'est au programme de terminale, oui. D'ailleurs, il y avait eu un sujet 0 avec, quand ils ont changé les programmes, il y avait eu un sujet 0 de CAPES, enfin, une espèce de démonstrateur de ce qui pouvait tomber, et il y avait de la relativité dedans. Enfin, il y avait le truc des muons, justement. C'est quoi des Muons. Bon alors, on va y venir. C'est les particules qui ont permis de montrer ça. Donc, comme vous le voyez ici, il y a un truc assez dingue, c'est que le temps n'est pas le même. La coordonnée temporelle n'est pas la même suivant le référentiel. Et ça, c'est redoutable. Alors, première remarque importante, Remarquez sur Terre. si V est très petit devant C, Pour les raquettes. parce que C, je vous rappelle que cette vitesse-là, c'est combien? C'est ce qu'il y avait écrit dans le CAPES. Il faut reprendre le CAPES. Vous l'avez. Vous avez vu, hein, le CAPES? Ah ouais. Le CAPES blanc, je veux dire. Au moins, on connaît la vitesse de la lumière. Non, pas encore. Je vais essayer ce week-end. Ok, donc ça c'est très grand à nos échelles standards. Donc tant que V est petit devant C, bah du coup gamma c'est quasiment égal à 1. Ouais, tu vois. Et donc X', bah, en gros, C'est comme avant, quoi. bah, voilà, c'est comme avant. Enfin, je vous ai dit oui tout à l'heure, j'aurais dû vous dire non. C'est oui si on les réécrit hein, sur est-ce que les équations de Newton sont invariantes. Enfin, en fait, non, mais on peut les réécrire en reformulant la quantité de mouvement. Donc, en quantité de mouvement, oui, mais en termes de vitesse, non. Donc, et donc, les primes égalité. Donc, en fait, Après, c'est votre comédie, c'est pour dans la transformation de Galiléenne, on n'écrit pas en général T' égalité parce que ça va de soi. Le temps, c'est un paramètre extérieur aussi, enfin, indépendant du référentiel. C'est un temps universel, absolu.
supplément 1 par un signe de 1 moins du Mais en fait, non. Ça a l'air d'être le cas simplement parce que on travaille toujours avec des référentiels qui peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, mais à des vitesses petites devant la vitesse de la lumière. Sauf quand justement on travaille sur des particules, par exemple, qui sont, comme on dit, relativistes, c'est-à-dire qui ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc ça c'est Galilée, et ça c'est Lorentz. Alors donc là, mathématiquement, ok, c'est juste une autre transformation, mais conceptuellement, ça change la vie, ça change complètement notre regard sur le monde physique, parce que ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus de notion d'instantanéité. Qu'est-ce que ça veut dire que deux événements se produisent au même instant? Ça veut dire qu'ils se produisent avec la même coordonnée temporelle. Si le temps est absolu et que la coordonnée temporelle, alors on peut changer l'origine, mais enfin la coordonnée temporelle est la même pour tous les référentiels, alors ça a un sens de dire que deux choses se produisent au même instant. Mais si la coordonnée temporelle dépend du référentiel, ce qui en soi, si on n'était pas super habitué à ce qu'il y a un temps et qu'il soit universel pour tout le monde, si on n'était pas habitué à ça, ça ne devrait pas nous surprendre, parce que le fait que la coordonnée spatiale ne soit pas la même pour tout le monde, ça choque personne. Et qu'elle varie en fonction du temps, ça choque personne. Donc, après tout, que la coordonnée temporelle varie aussi dépendre du référentiel, why not? Le seul problème, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun sens à dire que deux événements ont lieu au même instant, sauf s'ils sont au même point. Parce que s'ils sont à des endroits différents, par exemple ça et ça, dire que ces deux événements se produisent au même moment, ça n'a strictement aucun sens puisqu'ils ne sont pas au même x. Donc peut-être qu'ils sont au même instant, c'est-à-dire à la même coordonnée t dans le référentiel R, le nôtre, dans un autre référentiel. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec le fait mais le V0 il est nul. Le V0 il est nul quand vous faites ça. Le V0 il est... Enfin, dans ce référentiel-là, ils sont instantanés. Si toi tu bouges à côté mais si vous êtes en train de bouger par rapport à moi, ou la personne qui marche en bas dans la rue, là, ouais. Elle est dans un autre référentiel, elle a son propre V0. Ah oui, et donc, il y a un événement qui se passe avant l'autre. Et c'est pas une question que ça met plus de temps à lui arriver, hein, c'est pas ça. Parce que la même personne, au même endroit, si elle va par là ou si elle va par là, elle va quand même voir. Dans un cas, c'est lui qui est avant lui, et dans l'autre cas, c'est lui qui est avant lui. Avant au sens de à coordonnée temporelle, avant l'autre. C'est pas le même truc que les jumeaux, genre on envoie un à la vitesse de la lumière. Si, c'est lié à ça, ouais. On va voir ça avec la dilatation des temps et la contraction des longueurs avec des jumeaux. J'ai du mal à voir ça. Donc il n'y a plus de notion d'instantanéité. Dire que se passe-t-il maintenant à Tokyo, ça ne veut strictement rien dire. Ça dépend du référentiel. Je ne peux pas parler de maintenant ailleurs. Si je dis maintenant à Tokyo, je ne me réfère à aucune réalité particulière. Maintenant à Tokyo, ça peut être un certain instant, mais ça peut être un autre instant si je suis dans un autre référentiel. Si je me déplace, enfin si on est deux en mouvement relatif dans cette pièce, et qu'on prononce au même moment maintenant à Tokyo, on ne parle pas du même instant. Parce qu'on n'a pas le même V0 par rapport au référentiel par exemple de Tokyo, et donc on ne parle pas du même instant. Maintenant à Tokyo, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun sens à parler de maintenant à Tokyo. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là-bas. Sauf si on précise le référentiel. On peut dire maintenant à Tokyo, dans le référentiel de la voiture qui passe en bas. Oui, ça a un sens, ça. Parce que dans le référentiel de la voiture qui passe en bas, on peut décrire l'ensemble du monde avec des coordonnées. Donc chaque point M a ses coordonnées X, Y, Z, T. Ça, c'est dans R. C'est-à-dire dans la voiture qui est en bas ou... Voilà, alors soit nous, soit dans la voiture. Enfin voilà, mettons dans la voiture en bas, il y a d'autres coordonnées. Et donc ça, c'est nous et ça, c'est la voiture en bas. Il y a d'autres coordonnées pour le même événement. Alors on appelle ça un événement, un point du coup. Enfin, un point et un instant donné, ça s'appelle un événement. Ça c'est très important, il faut que vous sachiez ça.
Tout simplement parce que pour repérer un point, il ne faut pas juste dire où il est, il faut dire où il est quand, en fait. Parce que quand je désigne ce point-là particulier, ou voilà, ce point-là, j'ai l'impression de désigner un point, et puis là, c'est toujours le même, puisque j'ai pas bougé le point. Mais si, le point, il a bougé, là. Il est entraîné par la Terre qui tourne sur elle-même. Il est entraîné par la Terre qui tourne autour de ça. Et donc, quand je dis ce point-là, par rapport à quoi? Par rapport à ce référentiel-là, ce point-là, il est fixe. Mais par rapport à un autre référentiel, ce point-là est en train de décrire une trajectoire autour de l'axe de la Terre, etc. Donc, si vraiment je veux parler si je veux me référer à une chose particulière dans l'espace-temps, du coup, il faut que je dise où et à quel moment. Parce que ce même point, c'est plusieurs points différents dans un autre référentiel. Par contre, si je dis ce point-là maintenant, alors tout le monde est d'accord, tout le monde sait de quoi je parle. Dans les différents référentiels, il aura des coordonnées différentes, mais il s'agira bien du même événement, du même point à un instant donné. D'accord? Donc on appelle ça un événement, et donc l'espace-temps, en quelque sorte, est composé d'une collection d'événements avec chacun ses coordonnées, mais les coordonnées évidemment dépendent du référentiel, ça c'est très naturel, sauf qu'avant on estimait que la coordonnée temporelle était la même pour tout le monde, et en fait il n'y a aucune raison de le supposer. On le suppose simplement parce que ça a l'air d'être le cas, parce qu'on ne s'est jamais rendu compte que en fait, normal, les durées variaient. C'est normal, parce que dans les vitesses beaucoup plus petites que c'est ce qui nous entoure. Mais voilà, et effectivement, c'est juste parce qu'on vit à des vitesses relatives petites devant la vitesse de la lumière. Mais dès qu'on travaille avec des vitesses qui sont plus petites devant C, on voit tout de suite que le temps n'est pas le même pour tout le monde. C'est clair et net, il n'y a pas photo. On va voir un exemple tout à l'heure avec les murs. Donc, le fait qu'on vive dans un environnement où toutes les vitesses auxquelles on a accès sont très petites devant la vitesse de la lumière, nous a fait penser qu'il y avait un temps universel et que donc il y avait une notion d'instantanéité, de dire que deux choses se passent au même moment, ça a un sens de manière générale, parce que quel que soit le référentiel, si c'est instantané, si c'est au même moment, c'est au même moment. Ben en fait, ça, c'est pas vrai. Dire que deux choses se passent au même moment, ça n'a aucun sens si on ne précise pas au même moment dans quel référentiel. Parce que si on n'est pas dans le même référentiel, ben, et qu'on n'est pas au même point, évidemment, si le x égale 0, c'est le même t. Mais si le x est... Est-ce qu'on peut reprendre l'exemple de la voiture qui passe à Tokyo? Là, j'ai pas compris. Il y a une voiture qui est en train de se déplacer, là. Donc on n'est pas dans le même référentiel. Pas une vitesse V0, je suppose constante, c'est un référentiel galiléen. Enfin, instantanément, à une certaine vitesse, elle a son référentiel instantané. Quel est l'événement qui a lieu maintenant dans mon référentiel, enfin qui a lieu à Tokyo maintenant pour moi et maintenant pour lui? Eh bien, pour moi, maintenant, ça veut dire ce qui se passe à Tokyo, avec des coordonnées spatiales bien définies, à l'instant T. Puisque maintenant, moi, c'est l'instant T. Pour la voiture, maintenant, ça veut dire au même instant que lui, au même instant que maintenant, et c'est-à-dire au même T'. Mais être au même T et être au même T', ça ne veut pas dire pareil si on n'est pas au même X. D'accord. Donc il y a plusieurs maintenant, des maintenant stricts, c'est-à-dire qui se produit à la même coordonnée temporelle. De la même façon, maintenant dans une seconde de mon temps, ou maintenant dans... Enfin, maintenant dans une seconde, pardon. Là-bas dans une seconde pour moi, et là-bas dans une seconde pour lui, c'est pas le même événement. Quand il se sera écoulé une seconde dans mon référentiel... C'est pas dit que ce soit une seconde chez... Non. Sa vitesse. Enfin, ça va être... Et réciproquement. C'est ça, du coup, on a vraiment pu le... Ah oui, oui. C'est quoi les expériences qui Alors, on va des voir. horloges dans des avions et... Par exemple, oui. Il faut les faire tourner longtemps, les... Enfin, je veux dire... Non, il faut qu'elles soient très précises, mais Ça suffit, voir la les vitesse petits- d'un avion Oui. suffit à mesurer ça, la différence. Ouais. Je crois que les premières expériences qui ont été faites, ça devait être un New York, Rio, je crois, un truc comme ça, au Brésil ou un truc, enfin bon. Mais on peut aussi aller et puis revenir, mais
Et on trouve bien ce que prédit la relativité. Hein. Mais il y a une autre expérience que vous devez connaître parce qu'elle est au programme de terminale, c'est l'expérience avec les murs. Et donc avant ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Les murs, pas les murs. Et c'est pas les murs? Les murs, ça bouge pas. J'ai compris mur. Un muon. Mu. Avec les raquettes, c'est Pokémon. C'est un électron lourd. Pourquoi ils ont pas tous la même masse? Ah si, tous les muons ont la même masse, mais lui, il a toutes les mêmes caractéristiques que l'électron, juste il est plus lourd. Tu connais pas De tous les combien champs. il est plus lourd? Beaucoup ou... Bah, de 200 fois, je crois. Ouais, à peu près. On le trouve. Bah, on trouve partout. Partout, il tourne tout le temps. Là, ça pleut, là, il y en a partout, là. Je suis traversé par des muons, vous aussi, attention. J'ai pris mon partenaire. Sortez votre parapluie, mais ça va pas les arrêter. Ça dépend, s'il est bien épais et que c'est du plomb, ça va le faire. Alors, oui. Donc, regardons comment varient les durées. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'entre deux événements bien définis, entre un événement E, X, Y, Z, T, et un événement E', ah non, je vais plutôt l'appeler E1, je vais garder les primes pour l'autre référentiel. Ah, donc E1 aux coordonnées X1, Y1, Z1, T1, et l'événement E2 aux coordonnées X2, Y2, Z2, T2. Voilà deux événements parfaitement bien identifiés. Ce même événement parfaitement bien identifié, je peux l'exprimer dans les coordonnées d'un autre référentiel. C'est le même événement, donc lui, c'est aussi X'1, Y'1, Z'1, T'1, ou X', Y', Z', T' se déduisent comme ça. C'est juste un autre référentiel, donc il y a d'autres coordonnées. De même, lui, je peux l'exprimer aussi, donc ça c'est dans R, je peux l'exprimer aussi dans R', X'2, Y'2, Z'2, T'2. Ça c'est habituel, hein, le même point, vous pouvez l'exprimer dans différents référentiels, avec différents systèmes de coordonnées. Et là, vous posez la question, ok, entre ces deux événements bien identifiés, ça et ça, combien de temps s'est-il écoulé? Et vous apercevez que ça dépend du référentiel. Combien de temps s'est-il écoulé dans R? Bah, par définition, T2 moins T1. C'est l'instant auquel s'est produit le deuxième, moins l'instant auquel s'est produit le premier. Et dans R', Ah, mais ça dépend de la vitesse. bah, c'est T'2 moins T'1. Ah, évidemment. Par définition, la différence de temps. Sauf que T'2 moins T'1 n'est pas égal à T2 moins T1. Parce qu'il faut utiliser ça en fait. Il faut utiliser ça. Alors, delta T de R', Et ça simplifie pas parce que le. delta T dans R', donc c'est T'2 moins T'1, donc ça fait gamma Du coup, T2 moins V0 sur C2 X2, ça c'est T'2, hein. Je suis avec ça, moins gamma T1 moins V0 sur C2 X1. Alors c'est le même V0, hein, c'est la vitesse qui est constante de translation entre les deux référentiels. Cette vitesse est constante puisqu'ils sont tous les deux galiléens. Et donc ça fait gamma T2 moins T1 moins gamma V0 sur C2 X2 moins X1. Enfin, il suffit d'écrire. Et puis pendant que j'y suis, je vais calculer la distance spatiale entre ces deux événements. Delta L, enfin delta X en fait,
Parce que suivant Y et Z, ça ne change pas. Hein. Enfin, ça ne change pas parce qu'on se déplace le long de X. Si on se déplace le long de Y, c'est au contraire X qui ne changerait pas. Il y aurait la même chose sur Y que ce qu'il y a là sur X. Hein. Donc delta X, bah, par définition, c'est X2 moins X1. Et là, delta X dans R. Et delta X dans R', évidemment, c'est X'2 moins X'1. Ah, donc là, il y a delta X. Et là, il y a delta T. Et je vais passer ça. Donc delta X dans R'. Je devrais écrire delta X' en fait dans R'. Enfin bon, on se comprend. Merci. C'est la durée et la longueur entre les deux. Enfin, l'intervalle de temps et l'intervalle d'espace. Delta donc X'. Ah, oui, alors j'ai effacé justement la ligne qui va bien. Hein. Je vous rappelle qu'on avait X' qui vaut gamma X moins D0T. Hein, donc, delta X dans R', c'est-à-dire la différence des X', c'est donc gamma delta X dans R moins gamma D0 delta T dans R. D'accord. Je vais réécrire ça là-bas pour pouvoir effacer après. Delta T dans R', c'est gamma. Je peux mettre gamma en facteur ou pas. Enfin, ouais. Donc c'est gamma delta T dans R, T dans R, moins gamma V0 sur C2 delta X dans R. Donc si vous avez l'intervalle de temps et l'intervalle de longueur, enfin l'intervalle d'espace dans un référentiel, vous l'avez dans l'autre. Là, c'est les primes en fonction des pas primes, et on peut évidemment inverser le système linéaire là pour avoir les pas primes en fonction des primes. Qu'est-ce qu'on va trouver, tiens d'ailleurs? On peut résoudre le système, mais sinon il suffit de faire exactement pareil. Tout ce qui change quand on passe de R à R' ou de R' à R, c'est qu'on change V0 en moins V0, absolument. Hein, donc vous pouvez tout de suite vérifier que delta X dans R, c'est gamma delta X dans R', hein, parce que gamma, je vous rappelle que c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, V0 carré sur C2. Donc, si vous changez V0 en moins V0, ça ne change pas le gamma. Ah, je ne l'ai pas dit, ça s'appelle le facteur de Lorentz. Celui qui sont du Y. Ok. Donc, on aura. Alors là, le moins V0 devient plus V0. Et delta T dans R, c'est gamma delta T dans R'. Pardon, là c'est écrit du coup. Pareil, plus gamma V0 sur C2. Delta X dans R'. Bon, enfin, c'est la même chose, écrite dans un sens ou dans l'autre. Les uns en fonction des autres, ou les autres en fonction des uns. Et donc, oui, alors maintenant. Alors. Monsieur, oui, est-ce qu'on peut faire un raccourci du coup que deux référentiels qui ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, mais en fait c'est le même? Ah bah oui. Okay. C'est pas une découverte ça. Non, je viens de découvrir. Oui, deux référentiels qui ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre, c'est le même. Oui. La définition d'un référentiel, c'est un ensemble de points dont les distances sont fixes les uns par rapport aux uns par l'autre. Enfin, la distance des points 2 à 2 sont fixes. Donc s'ils ne bougent pas, c'est le même référentiel. Yes. C'est puissant. C'est puissant. Tu as une contribution à la fin. J'ai fait mes cours. Bon. Alors, donc, vous voyez que entre deux mêmes événements, le temps qui s'est écoulé n'est pas le même, suivant le référentiel. Alors, je vais vous prendre un exemple, au cas où ça vous choque. Ça ne vous choque pas qu'entre deux événements bien identifiés,
La distance dépend du référentiel. Je prends deux événements bien identifiés. Je monte dans le TGV à la gare de Lyon, à un certain endroit, à un certain instant. Premier événement. Deuxième événement, je descends du TGV à la gare Perrache, ou Pardieu si vous préférez. Deux événements bien identifiés, à une position et un instant bien définis. Les coordonnées peuvent être différentes suivant les référentiels, mais peu importe, c'est un événement bien identifié. Je monte dans le train à Gare de Lyon et je descends du train à Gare de Lyon. À Lyon-Pardieu. Entre ces deux événements, quelle est la distance? Distance temporelle? Spatiale. Ça dépend évidemment du référentiel. Dans le référentiel de la Terre, il y a 450 km. Dans celui du train, il y a 0. Dans celui du train, il y a 0. Je descends au même endroit que je suis monté. Donc entre ces deux événements, il n'y a pas la même distance. C'est tout à fait naturel. Et le temps? Eh bien, il n'y a pas le même temps non plus. Il ne s'est pas écoulé le même temps entre je monte dans le train et j'en descends. Il ne s'est pas écoulé le même temps suivant les référentiels. Ça nous choque parce qu'on a tellement l'habitude de penser que le temps est universel, mais en réalité, ça ne nous choque pas pour l'espace, ça ne doit pas nous choquer pour le temps. Donc ouais, pour vivre plus longtemps, il faudrait vivre dans une fusée, quoi. Oui, sauf que vous ne vivez pas plus longtemps. Pourquoi? Dans ton temps, Mais ça parce ta que perception, dans c'est la votre même. temps, à chaque fois qu'il s'écoule une seconde, on vieillit d'une seconde. Par contre, Mais la vie. pendant que je vieillis d'une seconde, peut-être vous pouvez vieillir de 20 ans. Mais moi, ça ne veut pas dire que j'aurais vécu 20 ans. J'aurais vécu une seconde. Pendant ma seconde, vous avez vécu 20 ans. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Tu gagnes au change. Ok. Bon, alors, donc maintenant les muons, et enfin surtout dilatation des temps, contraction des longueurs. Prenons maintenant le cas effectivement où dans le référentiel, par exemple, donc dans le référentiel R', dans R', deux événements au même point. En deux événements qui ont lieu au même point dans la prime. Par exemple, dans le référentiel du train, je suis monté dans le train à Paris, je suis descendu du train à Lyon. Ces deux événements ont lieu au même point dans le référentiel R'. D'accord? Point spatial. Même point, oui, spatial, même point, ouais. Même coordonnées spatiales. Quel est l'intervalle de temps? Donc ça veut dire que delta x' égale 0. J'aurais dû l'appeler ici... on a dit qu'on se comprenait, donc on continue à se comprendre. Ça, c'est le delta x dans R'. Ah, ça, en fait, c'est delta x', quoi. Bon, ok, on est indulgent. Donc, si delta x' égale 0, que vaut delta t'? Eh bien, Il vaut gamma delta TR. oui, c'est ça. Il vaut delta tr sur gamma. Attendez, vous avez demandé quoi? Delta t'. Delta T', il vaut gamma delta TR. Non, sur ça. Non, c'est delta x' qui est nul. Oui. D'accord, ok. Enfin, on peut prendre l'un ou l'autre. Ouais, hein. du coup, on se comprend. À force de se comprendre, on se comprend plus du tout. Bon, donc si je suis au même point dans le référentiel R', je vois que l'intervalle de temps dans le référentiel R est plus long que dans le référentiel R', parce que gamma, je ne l'ai pas dit, gamma est toujours plus grand que 1. Je vous rappelle que gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins v0 carré sur C2. En même temps, on n'a rien qu'au-dessus de C. Voilà, donc ça c'est 1 moins quelque chose, c'est plus petit que 1. Alors vous voyez tout de suite d'ailleurs que rien ne peut être plus grand que C, hein, parce que sinon là, il y a une racine d'un nombre négatif, ça ne va juste pas le faire.
Monsieur, On l'oublie. pour reprendre l'exemple du TGV, le temps pour le voyageur dans le train il est de 5 heures ou il est de 2 secondes du coup vu qu'il manque une temps? Eh bien, comme vous le voyez, delta T', donc, entre ces deux événements, s'il s'est écoulé 2 heures, Entre le moment où il monte dans le train et où il descend, c'est ça? ouais, dans le référentiel De la classe. Ok. Ouais. alors dans T', il s'est écoulé un peu moins. Et gamma, c'est. Gamma est toujours plus grand que 1. Et V0, c'est la vitesse du train. Et V0, c'est la vitesse du train, là, donc. V0, c'est la vitesse du référentiel. Donc, du train. Ouais. Ok. Si vous préférez, on a delta T' qui vaut delta T sur gamma si delta X' égale 0. Mais évidemment, tout ça est symétrique. Hein. Donc là, vous voyez qu'il s'écoule plus de temps. Enfin, il s'écoule moins de temps dans le référentiel propre. On appelle ça le référentiel propre, le référentiel où les événements considérés ont lieu au même point. Non, et après. Donc, vu qu'il descend. Le référentiel propre du train, en l'occurrence, hein, dans notre exemple. Tu montes et descends par la même porte, au même point chaque fois. Le référentiel dans lequel le train ne se déplace pas, c'est son référentiel. Plus le train va vite, plus l'intervalle de la différence entre la durée écoulée dans le référentiel du train et la durée écoulée dans le référentiel de la France au repos par rapport à elle-même est grand. Et ce rapport, c'est gamma. Et on est d'accord que du coup, on peut juste pas l'appliquer au cas de la lumière, parce que sinon, là, on a un truc qui diverge. Alors oui, il n'y a pas de référentiel propre pour la lumière. Il n'y a aucun référentiel dans lequel la lumière est au repos. C'est le truc à cheval sur le photon, là, c'est ça? Ouais. En gros. Ouais. Mais justement, on peut pas. Oui, justement. Le delta X', monsieur, c'était quoi? Delta X', c'est la différence de position entre les deux événements considérés. Donc, c'est-à-dire, je suis dans un référentiel et je regarde l'intervalle de temps entre deux événements qui se passent au même endroit, dans ce référentiel-là. Évidemment, se passer au même endroit, ça dépend du référentiel. Donc, le référentiel propre, par définition, c'est le référentiel dans lequel l'objet auquel je m'intéresse ne bouge pas. Alors ça s'appelle la dilatation des temps. C'est pas une super bonne façon de parler, hein, parce que c'est juste que l'intervalle de temps est plus grand dans un référentiel que dans l'autre, entre deux événements donnés. Mais bien évidemment, c'est symétrique, c'est-à-dire que ça, c'est si on est au même point dans le référentiel R', alors delta T' est plus petit que delta T. Mais si on est au même point dans le référentiel R, alors c'est delta T qui est plus petit que delta T'. Si delta X égale 0, R, hein. Si delta X égale 0, si delta Si delta X égale 0, alors on a delta T' qui vaut gamma delta T. Le delta X', c'est delta X dans R', en fait, c'est ça? Ce que vous avez appelé delta Oui, delta X', c'est le delta X dans R'. Je l'ai renoté comme ça, je trouvais que c'était plus facile. Ouais, parce qu'on l'a écrit comme ça ici. Oui, mais je pense que c'est mieux quand même delta X', parce qu'en fait, la coordonnée, c'est X'. Mais on a dit qu'on se comprenait. J'ai écrit Je suis d'accord que c'est un peu perturbant ces notations. Même commentaire sur les pages d'habitude. Je pense que c'est mieux delta prime. En fait, si on veut être super explicite, on va mettre delta X' dans R', delta T' dans T'. Voilà, comme ça. Non, mais vous inquiétez pas, on a dit qu'on se comprenait. Ça commence à devenir un peu rude. Mais si, c'est la différence des coordonnées dans le référentiel R'. Cette coordonnée, le problème c'est qu'elle s'appelle pas X, justement elle s'appelle X'.
C'est pour ça que je l'appelle détail prime. Non, non, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on a dit, non, il n'y a pas... C'est pas une erreur qu'on corrige, là. C'est juste une notation qu'on fait évoluer. C'est une histoire de gramme derrière, ça. Ok. Donc ça s'appelle la dilatation des temps, parce que du coup, si je suis en mouvement par rapport à vous, enfin, entre deux événements séparés d'une seconde pour moi, C'est toujours immobile. ils sont donc immobiles par rapport à moi, hein, voilà. Entre deux événements de mon référentiel qui ont lieu au même point de mon référentiel, s'il s'écoule une seconde entre ces deux événements, pour vous, il va s'écouler plus longtemps. Mais inversement, c'est pas que mon temps s'écoule moins vite que le vôtre, parce qu'inversement, entre deux événements qui ont lieu au même point dans votre référentiel, pendant qu'il s'écoule une seconde dans votre référentiel entre ces deux événements, il s'est écoulé plus longtemps pour moi, et pas moi. Donc c'est complètement symétrique. C'est un peu perturbant. Enfin, disons, il faut s'y habituer, mais c'est comme ça. Alors, exemple, les muons, démonstration expérimentale. Qu'est-ce qu'un muon? Un muon est une particule élémentaire, au même titre que l'électron, juste plus massif, qui est produit par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre. Ça, je savais pas. On a posé les bases. C'est beaucoup de mots qu'il faut expliquer. On reprend. C'est une atmosphère. Qu'est-ce que c'est que particule? Le cosmique. Je peux effacer ça? C'est pas intéressant ça, le cosmique. Alors, me chauffez pas sur les rayons cosmiques, Allez, hop. Ça va durer longtemps. Il n'y a pas d'avenir. parce que c'est mon sujet de recherche, alors on risque d'y passer la nuit. Plusieurs nuits. Donc, les rayons cosmiques sont des noyaux d'atomes, essentiellement des protons, des noyaux d'hydrogène, mais parfois un peu d'hydrogène, un peu de carbone, un peu d'oxygène. Bon, des noyaux qui sont accélérés quelque part dans la galaxie C'est de quoi il parle? et qui se baladent en tous sens dans la galaxie. Juste des noyaux, pas d'électrons. Juste des noyaux. Il y a aussi des électrons, mais du coup on les appelle, en général on les appelle pas rayons cosmiques, prenons des noyaux. Donc vous avez par exemple un proton énergétique. Ça c'est la galaxie. Il se balade dans la galaxie, clac, 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 clac. Il défléchit par les champs magnétiques parce que c'est chargé, un proton. Ils peuvent sortir, ils peuvent revenir, ils peuvent sortir et puis revenir. Ils peuvent se balader. Vacances. Ça, c'est uniquement régi par l'électromagnétisme, on est d'accord? Juste l'électromagnétisme. Et puis, bon, ils peuvent interagir avec le milieu interstellaire ambiant, faire des choses, mais voilà. On a un rayon cosmique qui arrive sur Terre. Et sur Terre, je grossis l'atmosphère, parce que sinon c'est dans l'épaisseur du trait, on est d'accord, hein. Et là, on ne verra rien. Un proton arrive, Ou alors, on met une lentille. et là il interagit avec une molécule de l'air. Mais il est très énergétique, et donc il peut créer La couleur bleue. des particules secondaires. Parmi ces particules secondaires, il crée des muons. Mu plus ou mu moins d'ailleurs, parce qu'il y a des, c'est comme des électrons, il y a des positons et des électrons. En tout cas, il crée des muons. Les particules avec qui il interagit, le rayon cosmique, c'est quoi? C'est- Une molécule de l'air, de l'azote, de l'oxygène. D'accord, une grosse molécule, quoi. Enfin, Enfin, un noyau d'azote, n'importe quoi. Et donc, tchouc, il va créer, parce qu'il y a de l'énergie, il peut créer des particules, une paire particules-antiparticules, voilà, donc un muon, mu plus, mu moins, enfin, il crée des muons. Le muon est une particule, donc c'est comme un électron, c'est un peu en quelque sorte un électron massif. Alors, c'est pas un électron, hein, justement, il n'a pas la même masse, mais c'est un genre d'électron plus massif. Environ 200 fois, donc. Un peu plus. Et puis ce muon, il arrive sur Terre. Et puis on peut le détecter, on met un détecteur de muon, Des raquettes. un espèce de scintillateur, quand le muon passe, ça fait bip, ça laisse une trace, ça fait de la lumière. ça arrive souvent, ça? Enfin, je veux dire, si on en met, ça fait Ah ouais, constamment, quoi. Oui, oui, oui. C'est comme une pluie, quoi. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il faut pour le faire ici. Mais bon. Pour vous fixer les idées, il y a à peu près 4 rayons cosmiques qui arrivent.
rayons cosmiques par seconde et par centimètre carré. D'accord. Ah ouais. Ah oui, quand même. Il y a 4 protons par seconde. Centimètre carré, c'est. Un rayon, c'est un proton. Ouais, en gros. De temps en temps, c'est des noyaux un peu plus lourds. Un centimètre carré, c'est. Ça. 90% c'est des protons. Donc il y a autant de muons qui arrivent, puisqu'ils sont complètement... Oui, alors, Après, enfin. il n'y en a pas autant qui sont créés, et puis ça peut en créer en cascade. Une particule très énergétique peut en créer, puis avoir encore assez d'énergie pour en faire d'autres. Vous pouvez avoir des cascades. En tout cas, il y a un certain nombre de muons qui sont créés. Et on peut savoir combien, parce qu'on connaît, on sait combien il y a de rayons cosmiques qui arrivent, il suffit de mesurer. On sait à chaque fois en moyenne combien ils font des muons. On peut savoir combien sont créés. Puis surtout, on peut mettre un détecteur là en haut dans l'atmosphère, et puis compter les muons, on voit combien il y en a. Et puis après, on peut compter et voir combien il y en a au sol. Alors, si les muons n'étaient pas radioactifs, disons, radioactif c'est pas le bon terme, n'étaient pas instables, on ne détecterait autant de muons en bas qu'en haut. Sauf que le muon a une durée de vie limitée. 6. Durée de vie taux du muon, taux 0. De l'ordre de 2 microsecondes, je crois. Ok. Alors, ça veut dire qu'au bout de 2 microsecondes, il y en a la moitié qui a disparu. Enfin, si c'est la demi-vie ou... C'est la demi-vie ou... Monsieur, ça ne veut rien dire. C'est le temps. Pourquoi? Parce que c'est... Ça veut dire donc, c'est 2 microsecondes dans le référentiel propre. Si vous fabriquez... Ouais. Si vous fabriquez des muons, là, au repos sur la table, là, vous en mettez, vous avez 100 milliards de muons. Dans 2 microsecondes, il n'y en a plus que la moitié. Dans 2 microsecondes, il n'y en a plus que la moitié, etc. etc. Alors, attention, il ne faut pas confondre la demi-vie et la durée de vie. Ça, je pense, c'est la durée de vie, pas la demi-vie. Il y a un log de 2 entre les deux. On fera ça C'est à toujours part. très court, ce genre de durée de vie, donc il n'y a pas d'intérêt à mettre une demi-vie. Enfin, Non, c'est juste une définition. Bah oui, justement. Avec la radioactivité, ça a un sens. Il y en a qui sont lents, il y en a qui sont rapides. Ah non, mais c'est pareil. Entre la durée de vie et la durée de demi-vie, il y a juste un facteur log de 2. C'est pas dans les cours. C'est juste une définition. Je me comprends. À moins que ce soit divisé par log de 2, il suffit de regarder. C'est votre puissance moins T sur taux. C'est... Ouais, enfin, on fera ça, on va pas perdre du temps là tout de suite. Donc, au bout de 2 microsecondes, où se retrouve-t-il dans l'atmosphère? Si on peut la vitesse de la lumière. Disons qu'il va à la vitesse de lumière, c'est à peu près le cas, hein, ils seront relativistes. Donc à la vitesse v, ils ont parcouru une longueur L égale C fois taux 0, c'est-à-dire, alors, je ne remets pas toutes les décimales, 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, 300 mètres. fois 2, 10 moins 6 secondes. Donc effectivement, ça fait à peu près 300 mètres. D'accord. Déjà pas mal. Donc, c'est vraiment ça? Moi, ça me paraît énorme. 3 km. Ouais. Je pense que ça fait plus, ça doit faire plus. Bah non, parce que sinon on pourrait pas les... Ah non, Mais non, ça fait 6, Ça fait 6 ans. Ça fait 6, mais ceci dit, voilà. Ok. Donc on n'aurait pas du Alors, tout... je ne sais plus si c'est la demi-vie. Si c'est la demi-vie, ça veut dire qu'il n'y en a plus que la moitié au bout de 600 mètres. Au bout d'un kilomètre 2, il n'y en a plus qu'un quart. Au bout de... Voilà. Départ. Alors, sauf qu'ils sont créés, première interaction. ils sont créés très haut dans l'atmosphère, parce que dès qu'ils rencontrent, oui. Je n'ai pas compris, parce que vous dites au bout de temps, il y en a plus que la moitié, mais Si c'est la demi-vie, sinon il n'y en a plus qu'un sur eux. C'est juste ça la différence. on est d'accord qu'au bout de 2 microsecondes, il n'y en a plus du tout. Non, non, si. C'est ça que je comprends pas. Ah, si. Ça, c'est la... Faut qu'on fasse la radioactivité. Ouais. C'est le temps. dN sur dc égale n sur taux. Ça, c'est la durée de vie. Hein? Donc, pendant chaque dt, ils s'en désintègrent. dn égale n dt sur taux. La quantité qui se désintègre est évidemment proportionnelle au nombre qu'il y en a, et c'est proportionnel à pendant combien de temps ils se désintègrent. Pendant 2 secondes, ils s'en désintègrent 2 fois plus que pendant 1 seconde. Enfin,
Donc, pendant 2 milliardièmes de seconde, il s'en intègre 2 fois plus que pendant 1 milliardième de seconde. C'est proportionnel à dt. Le facteur de proportionnalité, c'est ça qu'on appelle la durée de vie. Je suis ça. Et donc, si vous intégrez ça, vous voyez que ça fait n égale n0, combien vous en aviez à t égale t0, fois puissance moins t sur taux. Donc, ça veut dire que à t égale taux, donc au bout de, enfin taux 0, enfin taux, je vais appeler taux, au bout de sa durée de vie, on a n de t qui vaut n0 fois e puissance moins 1, c'est-à-dire n0 sur e. Et ça, c'est 2,718 et quelques. Donc ça veut dire qu'au bout de taux 0, il n'y en a plus que 1 sur 2, enfin, entre un peu plus d'un tiers. Et du coup, au bout de 2 taux 0, il y en a un peu plus qu'un neuvième. D'accord? Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne définit pas le nombre de temps duquel il n'y en a plus? Ah ben, parce qu'il y en a toujours. C'est exponentiel. Ça décroît exponentiellement. C'est comme la décharge d'un condensateur, hein. C'est la même loi. Hein. Donc, au rythme où ça commence à se décroître, à décroître, il n'y aurait plus rien. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le taux. Il n'y aurait plus rien au bout d'un temps tôt si ça. Mais sauf que moins il y en a, moins ils s'en désintègrent, puisqu'ils s'en désintègrent un nombre proportionnel au nombre qu'il y en a, bien sûr. Donc petit à petit, alors ce qu'on a vu, hein, vous vous rappelez, au bout de. On arrive à 1% au bout de 4,6 fois. Vous vous rappelez, hein, taux, c'est comme la charge et la décharge d'un condensateur, hein, c'est un truc exponentiel. Donc au bout de quelques taux, il n'y en a plus. Mais il y en a toujours un peu. Donc ça fixe l'échelle de temps de la désintégration ou de la décroissance. Yes. Je peux faire encore une petite digression, mais Oui. quand on parle de désintégration, en fait, d'un point de vue... Ça veut dire il se transforme en autre chose. Ouais, voilà. En l'occurrence, le muon, par exemple un muon moins, va se transformer en un électron plus Ah ouais, c'est vrai. un antineutrino électronique plus un neutrino muonique. C'est ce qu'on étudie aux accélérateurs de particules, c'est ces trucs-là qu'on regarde. Oui, oui, par exemple. Enfin, En partie. ouais. Donc ça c'est standard, un muon. En fait c'est simplement, comme justement c'est comme un électron mais il est plus massif, spontanément il préfère devenir un électron. L'électron lui est stable parce qu'il n'y a rien de moins massif, qui a les mêmes nombres quantiques, etc. Et il faut équilibrer les nombres neutrinos, pardon, les nombres leptoniques, etc. Ouais. Donc le muon va finir par devenir un électron. Donc, ce que vous voyez, c'est que au bout de 600 mètres, il y en a la moitié, voire même encore moins. Au bout de 1200 mètres, encore moins. Sauf que ça démarre. Grosso modo, les rayons cosmiques, dès qu'ils rencontrent l'atmosphère un petit peu dense, ça y est, c'est sûr, ils vont interagir. Au début, ils peuvent se gratter. Enfin, il y a une certaine probabilité d'interagir. Mais c'est au-dessus de 10 km, 15 km. Donc, le maximum, ça va être entre 10 et 15 km, voire même au-dessus. Enfin, disons, ça commence à se désintégrer au-dessus. Donc, ils sont créés, mettons, à 15 km. Et tous les 600 mètres, bim, ils se prennent un facteur 2,7. Donc au sol, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a, mais plus beaucoup. Sauf qu'en fait, bon, en fait, il y en a quasiment autant ici que là. Enfin, un peu moins, mais... Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur temps à eux, il ne s'est pas du tout écoulé le temps qu'il faut pour parcourir les 15 km. Combien il faut de temps pour parcourir les 15 km à la vitesse c? Il faut un temps delta t égale la longueur divisée par la vitesse, c'est-à-dire 15 km divisé, donc 15,5 10 4 divisé par 3 18, et donc ça fait 1,5 de 10-4, donc ça fait 5 10-5. Donc il faut 50 microsecondes. Et effectivement, comme ils vont à la vitesse de la lumière, un chouïa après, ça, entre le moment, pour nous, dans notre temps, entre le moment où ils sont créés et le moment où ils les détectent, il s'est écoulé 50 microsecondes. Dans notre référentiel. Dans le leur, beaucoup moins. Alors, ça dépend de leur facteur de Lorentz, mais dans le référentiel, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est écoulé delta t sur gamma. Donc plus ils vont vite,
moins entre ces deux événements, création, détection, il s'est écoulé de temps. Les plus énergétiques d'entre eux, pour les plus énergétiques d'entre eux, il s'est écoulé presque rien. Et par conséquent, eh bien, la plupart sont encore là parce qu'ils n'ont pas encore décru. Et donc ça se mesure tous les jours. C'est en vertu de cette dilatation des temps qu'il y a autant de muons qui arrivent au sol, bien qu'ils aient une durée de vie qui, s'il n'y avait pas de dilatation des temps, s'il s'écoulait s'il y avait le même intervalle de temps entre deux événements quelconques, quel que soit le référentiel, alors pour nous, à coup sûr, pour parcourir 15 km, même à la vitesse de la lumière, il faut 50 microsecondes, si on ne s'est pas gouré, j'espère. Hein, il faut 50 microsecondes. Donc, pour eux aussi, s'il y avait un temps universel, sauf qu'en 50 microsecondes, ils seraient tous morts. Enfin, presque. C'est pas le cas. Donc voilà une preuve directe, immédiate, sans aucune ambiguïté, que pour nous, il s'est écoulé 50 microsecondes, pas pour eux. Entre deux événements qui sont les mêmes. Création du muon, détection du muon au niveau du sol. Enfin, création du muon là-haut, détection du muon au sol. Entre ces deux événements ne s'est pas écoulé le même intervalle de temps, suivant qu'on le mesure, suivant qu'on le considère dans le référentiel des muons eux-mêmes, le référentiel propre du coup, ou le nôtre. Et le temps dans le référentiel propre est toujours plus petit que le temps dans n'importe quel autre référentiel. De combien? D'un facteur gamma. Yes? Ce qui fait que si on ne fait pas gaffe, on peut trouver une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Oui. Alors, pourquoi vous dites ça? Parce qu'en fait, je suis en train de penser que si on prend le temps de vie du muon, et qu'on part du principe que c'est 2 microsecondes, du coup, si on fait le rapport, on trouve quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Alors, du coup, vous vous dites... en calculant par rapport à notre... C'est bien, parce que ça me permet de dire autre chose. Ce que vous dites, c'est, ok, alors donc, si eux, ils ont vécu que 2 microsecondes, et qu'ils ont parcouru 15 km, on peut faire une vitesse. Bah alors ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ce que je dis, c'est que... C'est ça que vous dites. Ouais, si on fait pas gaffe, ouais. si on fait pas attention. Sauf qu'attention, ils n'ont pas du tout, dans le référentiel, ils n'ont pas du tout parcouru 15 km, ils ont parcouru très exactement 0 km. Bah oui. Dans leur référentiel. Par contre, ils ont effectivement parcouru 15 km dans notre référentiel. Mais dans leur référentiel, entre ce point-là et ce point-là, c'est quoi la distance? Eh bien, allons-y. Si delta x prime égale 0. X prime, c'est le référentiel à 2 ou pas? Ouais. Eux, c'est x prime. Donc dans le référentiel, delta x prime égale 0. D'accord? Delta x prime égale 0. Donc si on prend delta x prime égale 0, on regarde leur v, c'est ça, et on voit combien... Donc ça fait 0. Ouais. Donc ça, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et donc on voit que le delta x, c'est gamma v0 delta t prime. Delta t. Et le delta x. Et delta t prime. Alors je le fais. Delta x. Donc ça c'est 0. Donc ça fait gamma v0 delta t prime. Mais delta t prime, sachant que delta x prime c'est 0 hein, toujours. Donc delta t prime c'est delta t v0 delta t. Enfin non. Si, v0 sur delta t. Ouais, ça. Donc ça fait v0 delta t. Ouais. Ah ouais. Oui, évidemment. Logique. Oui. C'est bien d'exploiter ça, c'est logique. Bah oui. C'est bien d'exploiter ça. Bah oui. Mais ça nous répond pas Mais- à la question. Mais ça répond pas à la question. Ce qui va répondre à la question, c'est la chose suivante. On est content de retrouver ça, hein? Ouais. Soit dit en passant. Et ce qui répond à la question, c'est que... c'est quoi? C'est que... Oui, considérons maintenant... Donc le muon, là, il est créé dans notre atmosphère, et il arrive au sol. Mais entre ce point-là et ce point-là, au moment de la création, à t' donné, quelle est la distance entre le haut et le bas de l'atmosphère? Dans notre référentiel, il y a 15 km. Voilà. Dans le sien, 0. Ah non, dans le sien, c'est pas le même point. Ouais, mais Non, parce que je parle de la distance à un instant donné. Ah, ok, d'accord. D'accord. À t' donné, quelle est la distance entre ce point-là et ce point-là? 15 km aussi.
Ah, vous croyez que c'est 15 km? Non, voyons voir. Voyons voir. T' est le même. Delta T' vaut 0. Donc delta XR égale gamma delta X''R. Ah. Donc delta X égale gamma delta X'. Par conséquent, delta X' égale delta X sur gamma, là ça ira. Et donc, ça c'est 15 km. C'est la différence de coordonnées dans notre référentiel. Dans le leur, beaucoup moins. Gamma va moins. Donc on peut dire que le temps se dilate d'un facteur gamma et les longueurs se contractent d'un facteur gamma. Ça n'a pas grand sens parce qu'on ne parle jamais de la même chose, hein, ça dépend. Enfin, mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait elles vont pas plus vite que la vitesse de la lumière parce que pour elles avaient, si elles avaient 15 km à parcourir et que ça leur a pris 2 microsecondes, alors elles iraient plus vite que la lumière. Mais non, pour elles n'ont pas 15 km à parcourir. Elles ont 15 km sur gamma à parcourir. Et gamma pour ces muons-là, je sais plus, c'est 6 ou 7, ou un truc comme ça. Enfin, ça dépend de leur énergie, ça dépend de l'énergie, bien sûr. Ils n'ont pas la même utilité, quoi. C'est des Américains. Mesure en pied. Attendez, tout à l'heure on a dit que gamma était plus grand que 1. Gamma est toujours plus grand que 1. Et là vous avez dit que c'était 0,7. 6 ou 7. Ah, 6 ou 7, pardon. 6 ou 7, d'accord, excusez-moi. Je vous trace gamma en fonction de la vitesse. Ça démarre à 1. C'est 1, c'est quasiment 1 tant qu'on est loin de C. Et puis quand on s'approche de C, ça diverge, ça finit par faire l'infini. Mais quand on mesure un muon précisément, on touche à son référentiel, on fait quelque chose sur lui, on agit sur lui. On voit qu'il laisse une trace dans le détecteur. Symétrique quand il passe entre deux trous. Bon, bah, par exemple, il est chargé, il peut exciter, il va interagir avec un atome, ça va l'exciter, qui va se déexciter, faire de la lumière, et puis on va voir cette lumière, par exemple, et donc on sait qu'il est passé. Vous l'avez déjà vu? On voit la lumière émise, oui. Ah mais vous mettez un scintillateur et vous pouvez le voir, oui. Alors un seul, ça va pas faire beaucoup de lumière. Mais si après vous mettez un amplificateur de lumière, un photodétecteur quelconque, je vous en montrerai, je vous ai promis qu'on allait visiter mon labo. Je vais voir des muons. Vous n'aurez pas des muons, mais je vous fais remarquer que vous n'avez jamais rien vu. Hein. Vous croyez que vous voyez... Tiens, d'ailleurs, ça me donne soif. Vous croyez que vous voyez cette bouteille d'Ice Tea, là, et vous ne voyez pas du tout cette canette. Vous voyez les photons émis par cette canette. D'accord. Donc de la même façon, vous ne voyez pas le muon, vous voyez les photons émis du fait que le muon a interagi. Bon. Ça se trouve, elle est même plus là, le temps qui s'arrive là. Tant que ça arrive, elle est vide. Bon, ben c'est pas mal ça. Donc, et ça s'appelle la contraction des longueurs. Alors c'est pareil, il faut vraiment mettre des guillemets, contraction des longueurs, qui est le pendant de la dilatation des temps. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Et je crois que c'était l'objet qui se contractait. Mais justement, ça c'est ce qu'avait cru Lorentz à un moment, enfin, au début, là, quand ils ont vu qu'il y avait des trucs bizarres, que les lois de Maxwell étaient invariantes par la transformation de Gauss. Ah, mais donc dans le sens du mouvement, peut-être que les objets se contractent. Non, les objets ne se contractent pas, ça n'a aucun sens. La longueur propre des objets reste par définition ce qu'elle est. Simplement, entre... Comment vous définissez la longueur d'un objet? Comment je définis la longueur de cette table? Grâce à une unité qu'on a choisie. Alors, comment on a choisi l'unité? Je vous ai retiré la partie dans le capassement. J'avais fait une partie sur la définition du mètre, mais j'ai dû la retirer parce que c'était un peu lent. La définition du mètre, c'était un peu long. Ouais. Ah, très subtil. Donc, je définis l'unité, 1. Mais c'était long en temps, là, donc c'est bizarre. C'est la relativité, en fait. Je prends une unité 1, et puis je la reporte, et puis je vois que ça fait 1,8. Ok, mais là, je mesure un objet dans mon référentiel. Imaginons maintenant que cette table se déplace. Elle se déplace. Comment je définis sa longueur? Ah, si je fais 1, puis 1, puis 1, et puis qu'elle continue à bouger, je vais arriver au bout, peut-être au bout de 4,5.
Puis si je vais moins vite qu'elle, j'arriverai même, ça va être une longueur infinie. Donc, pour définir la longueur de cette table en mouvement, il faut, on est bien d'accord que la définition, c'est la différence de coordonnées à un instant donné. C'est pas où se trouve ce bout-là de la table maintenant et où se trouvera celui-là plus tard. C'est où se trouve le début et la fin au même instant. Mais c'est là qu'on est cuit, parce qu'au même instant, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose dans un référentiel, ça veut dire autre chose dans un autre référentiel. Et donc, c'est pas du tout choquant que la différence de coordonnées x au même instant dans différents référentiels, ce soit pas la même. Et de fait, c'est pas la même. Donc, il y a une distance propre, une longueur propre, comme on dit. La longueur propre, c'est dans le référentiel où le corps ne bouge pas, quelle est la différence des coordonnées x. Ça, c'est sa longueur propre. Maintenant, dans un référentiel où le corps est en mouvement, ce que je définis comme sa longueur, c'est bien la différence de ces coordonnées au même instant, et au même instant du référentiel en question. Et du coup, ça dépend du référentiel. Voilà. Delta x, ça c'est la longueur dans R au même instant t. Eh bien, vous voyez que c'est pas delta x', ni même gamma fois delta x', ça dépend du delta t. Alors si c'est au même instant, non c'est ça, si c'est au même instant t, c'est pas au même instant t', au même instant t', donc il y a tout ça à prendre en compte. Alors par contre, donc, entre deux événements bien définis, suivant le référentiel, il n'y a pas la même distance spatiale et il n'y a pas la même distance temporelle, c'est-à-dire le même intervalle de temps, la même durée. Par contre, et c'est ça qui est très fort, parce qu'on dit tout est relatif, non, tout est absolu en vrai. Oh. Mais pas tout, enfin une chose est absolue. Alors c'est la vitesse de la lumière, mais on peut définir une distance d'espace-temps. Ça s'appelle l'intervalle. C'est vrai, on a vu ça dans le temps. Je prends deux événements, x, y, z, t, enfin x1, y1, z1, t1, et x2, y2, z2, t2. Voilà, deux événements parfaitement bien identifiés, E1 et E2. Ces deux événements ont ces coordonnées-là dans le référentiel R. Dans le référentiel R', ils ont d'autres coordonnées, comme on l'a vu jusqu'à présent. Évidemment, c'est un autre système de coordonnées, donc il y a d'autres coordonnées. Mais il y a un lien très clair entre les deux. Et ce lien, c'est la transformation de Lorentz qui dit comment s'exprime en fonction des autres, etc. Non, ça n'a plus de temps. Non. Alors, la longueur dans le référentiel R, c'est ce qu'on a appelé delta x, et la durée dans le référentiel R, c'est delta t. Donc ça, c'est x2 moins x1, et ça, c'est t2 moins t. Et puis, on a delta x', x'2 moins x'1, et delta t', t'2 moins t'1. Cette longueur dans un référentiel, c'est pas la même que dans l'autre, cette durée non plus. Ça dépend du référentiel. Par contre, si vous calculez delta x2 moins c2 delta t2, ah oui, c'est ce que vous nous aviez dit au très mal, l'équation. Ah non, pardon, allez-y. Je sais pas. Eh bien, calculez-le. Delta x2 moins c2 delta t2. Allons-y. Donc c'est égal à... Alors, c'est ça au carré moins c2 fois ça au carré. Donc ça fait gamma au carré facteur de delta x' plus v0 delta t', tout ça au carré, moins C2, facteur de, alors toujours le gamma carré au facteur de delta t', plus V0 sur C2
delta x prime, le tout au carré, et je ferme la parenthèse du gamma carré. Ça fait delta x. Alors, alors déjà, le double produit là, 2v0 delta x prime delta t prime, et là, 2v0 delta x prime delta t prime, mais là il y a un signe moins, et puis double produit dégage. Il reste en delta x prime 1 ici, moins c2 fois v0 carré sur c4. Donc sur delta x prime, il y a 1 moins v0 carré sur c2. Et en delta t prime, carré, pardon, ici, hein, delta x prime carré, plus, alors, enfin, oui, allez, plus delta t prime carré, facteur de v0 carré moins c2. Juste pourquoi vous avez décidé de faire delta x carré moins c carré delta t carré? Parce que je connais le... Voilà, oui, il n'y avait pas eu de... Parce que je connais la réponse. Ok, et ça fait combien? Eh bien, On peut exprimer ça en fonction de gamma. gamma carré, c'est justement 1 sur 1 moins v0 carré sur c2. Donc ça, là, je le réécris. C'est delta x prime carré. Sur delta x prime, j'ai gamma 2 sur gamma 2. Et là... On retourne la même chose. Et là, ça fait... Donc si je mets c2 au facteur ici, je vais avoir c2, facteur de 1 moins un truc, divisé par 1 moins un truc, donc moins c2 facteur de... Voilà, et donc moins c2 delta t prime carré. Yes. Propre. Oui. Non. Ah. Si. Ah, oui. De votre deuxième ligne à la troisième ligne, que vous avez exprimé delta x prime au carré en fonction de... Non, en bas. Voilà. Vous faites 1 moins v0 carré sur c2. Il y a un facteur c2 devant la parenthèse au-dessus. Là, il y a un facteur c2. V0 carré sur C4 fois C2, ça fait donc V0 carré sur C2. Ouais. Monsieur, est-ce que c'est faux de remarquer qu'on retrouve ce qu'on avait dit au tout début avec Galilée, l'accélération? Attends, juste parce que si vous avez peut-être raison. Non, c'est bon. Ok. Pardon. Là, du coup, ça fait des distances au carré qui se conservent dans un référentiel et dans l'autre. Oui, alors, vous voyez que là, vous avez une distance spatiale. Et là, vous avez une espèce de distance temporelle, mais multipliée par C2. Donc ça, c'est bien homogène, hein. Ça, c'est des mètres, ça, c'est des mètres. Hein. Ça, c'est des mètres par seconde fois des secondes. C'est bien des mètres. Hein. Donc vous avez une espèce de longueur dans l'espace à 4 dimensions, mais qui... Dans l'espace à 4 dimensions, x, y, z, t. Hein. Donc ça s'appelle l'espace-temps. Hein. Mais c'est comme un théorème de Pythagore, mais avec un signe moins. Là, le parallèle, il est tellement fort. Entre M1 et M2, c'est quoi la distance d de M1 et M2? C'est le cachis. d de M1 et M2, c'est, enfin au carré, c'est delta x carré, plus delta y carré, plus delta z carré. Eh bien, dans l'espace-temps, ce qui se passe comme si... Et ça, cette distance-là, si vous changez de référentiel, si vous mettez dans le référentiel R', ça va être delta x prime carré, plus delta y prime carré, plus delta z prime carré. Hein. Si vous mettez une transformation de Galilée là-dedans, en Galilée, hein, si vous mettez une transformation de Galilée, vous changez de repère, ou de référentiel, mais en transformation galiléenne, sinon de repères au sein du même référentiel, ça ne va pas changer la distance entre les points.
le x' va être différent du x, le y' du y, mais la différence, enfin la somme des carrés des différences entre les deux, c'est juste la distance, la longueur physique entre les deux points, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est invariante, c'est la distance entre les points. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans la structure de l'espace-temps, ce qui est invariant, c'est pas la distance spatiale entre les points, c'est pas non plus la distance temporelle entre les points, c'est l'intervalle d'espace-temps, défini comme ceci, je vais noter delta S carré, souvent on fait ça, l'intervalle d'espace-temps qui vaut delta x2 plus delta y2 plus delta z2, alors là c'était juste delta x2 parce que j'ai pris les y et les z, c'était les mêmes, évidemment ça, enfin, si je change de direction, ça c'est un delta r carré, c'est la distance spatiale au carré, moins c2 delta 2, ça c'est constant. Alors des fois on définit delta S2 plutôt comme l'opposé de ça, enfin peu importe. Et ça peut être soit positif, soit nul, soit zéro, soit négatif. Ah, et c'est avec ça qu'on fait... Ah oui. Ouais, des intervalles de genre espace ou de genre temps. Ah ouais. Le triangle. Ah, parce qu'il y a des... Ça vous rappelle des choses? C'est pas ça avec futur, passé et zone impossible. Là, je l'ai redonné. Et j'ai toujours pas validé la nature. C'est la nature que je préfère, mais je me suis. Je suis comme toi. Alors, je vais plutôt appeler ça moins delta S2 parce que, alors c'est une convention, on peut choisir l'un ou l'autre, mais je préfère celle-là et en général les physiciens préfèrent celle-là. C'est vraiment au choix. C2 delta T2 moins donc delta R2 en fait, hein, enfin la distance au carré. Donc ça c'est l'intervalle au carré, et donc si delta S2 est positif, donc c'est l'intervalle d'espace-temps, on dit qu'on a un intervalle de genre temps, hein, donc c'est comme s'il y avait juste une différence temporelle, d'accord? S'il n'y a qu'une différence temporelle, ceci est positif. Si delta S carré est négatif, alors on note delta S carré, mais c'est pas le carré d'un nombre, hein, c'est une façon de... Justement, là on a en quelque sorte un produit scalaire. C'est lumière. Ah, c'est lumière. Oui, c'est espace. On a un produit scalaire qui n'est pas défini positif, hein, donc c'est pas... Faut prendre quelques libertés avec notre intuition parfois. Là on a un intervalle de genre espace. Hein, vous voyez que, effectivement, s'il n'y avait pas de différence temporelle entre les... Si vous prenez juste des points séparés dans l'espace mais pas dans le temps, c'est bien négatif, et donc c'est bien un intervalle du même genre que s'il y avait juste une différence spatiale. Et si c'est égal à 0, ça s'appelle un intervalle de genre lumière. Nous, on n'est pas... Parce que, effectivement, pour la lumière, delta R égale C delta T. Dans tous les référentiels. D'accord? Ça va à la vitesse V. Et donc delta S carré égale 0. Nous, on est genre temps. Comment ça c'est une question qui ne veut rien dire. Ok. Je sais. Nous, on est genre temps. Non. Un intervalle, c'est la distance d'espace-temps entre deux événements. Donc nous, ça veut dire quoi? Entre quel événement et quel événement? Entre le début et la fin du cours. Entre le début et la fin du cours, on a un intervalle de genre temps. Enfin, nous, parce que nous... Dans un référentiel. Alors, et ça, c'est invariant par changement de référentiel. Justement, ce qu'on a dit, c'est que delta S carré, c'est le même que vous soyez dans R, dans R', etc. Ce truc-là est constant. Ça ne dépend pas du référentiel. Donc, dans un référentiel qui a... dans le référentiel propre, donc entre deux événements qui se produisent dans un référentiel au même point, par définition delta R vaut 0, et donc l'intervalle est forcément positif de genre temps. Donc effectivement, deux événements qui ont lieu au même lieu à des instants différents, sont séparés forcément par un intervalle de genre temps. Mais deux événements qui, dans un certain référentiel, ont lieu au même instant, mais pas au même point, sont nécessairement séparés par un intervalle de genre espace.
Et dans l'exemple du voyageur qui fait Paris-Lyon, du point de vue de la Terre, c'est Voyageur qui fait Paris-Lyon. le train, Ouais. qu'on avait dit au début. Ah bah c'est pareil, entre l'événement je monte dans le train et l'événement je descends du train, dans un certain référentiel, le référentiel du train, le delta R' égale 0, et donc c'est 2 gens de temps. Mais dans le référentiel de la Terre. Bah alors à ce moment-là, il y a un certain delta X et un certain delta T. Enfin, Ok, il faut faire de le l'inverse. calcul et voir. Mais si vous faites le calcul, vous allez trouver la même chose justement, c'est invariant. Ok. Ça ne dépend pas du référentiel. C'est fort. C'est fort. Quelle heure est-il avec tout ça? Ça dépend dans quel... Oh là 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 là. Juste, parce qu'on va pas y revenir. Bah, non, juste, parce que je sais pas si c'est au programme, mais on n'a pas écrit justement les lois de Newton. C'est le programme, le gamma MC2, tout ça, là? Ah, ça, je crois non, je crois pas. Bon, alors on oublie. Bah, non, mais juste en un mot. Un mot. En un mot. Les lois de Newton standard, c'est dp sur dt égale somme des forces. En relativité, aussi, sauf que P qui est mv en galiléen, en fait, ça devient gamma mv en lorenzien. Voilà très simple. Ok. Où gamma est toujours le facteur de Lorentz, 1 sur racine d'un moins V2 sur C2. Bon. Et vous devez savoir, et alors l'énergie d'une particule de masse m et de vitesse v, E égale gamma mc2. Et pas, il n'y a plus le 1,5 quoi. Il n'y a plus le 1,5, mais en fait il y est. Il est dans Si vous réalisez que ça, c'est effectivement 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, c'est-à-dire 1 moins V2 sur C2 à la puissance moins 1,5. Et donc si vous faites un développement limité au premier ordre, si V est petit devant C, a fortiori V carré est petit devant C carré, au premier ordre, ça fait 1 moins 1,5 de ça, donc 1 plus 1,5 de V2 sur C2, facteur de MC2, et ça fait MC2 plus 1,5 de MV2. Donc une particule de vitesse nulle, donc dans son référentiel, a quand même une énergie MC2, le fameux E égale MC2, le voilà, c'est lui. Et s'il a une vitesse V, au premier ordre, vous voyez que ça rajoute l'énergie cinétique standard, 1,5 de MV2. Mais en vrai, c'est pas 1,5 de MV2. En vrai, c'est quoi? C'est gamma MC2 moins MC2, c'est-à-dire gamma moins 1 MC2, en vrai. Donc EC, c'est gamma moins 1 MC2, qui, au premier ordre, donne 1,5 de MV2. Et c'est quasiment parfaitement égal à 1,5 de MV2, tant que V carré est petit devant C carré, c'est-à-dire tout le temps en pratique dans les exercices de mécanique standard. Mais quand on a affaire à des particules relativistes, alors là, non plus du tout. Et en fait, le terme gamma MC2, enfin donc le terme gamma moins 1 MC2 peut être bien plus grand que l'énergie de masse, qui pourtant est colossale à l'échelle de la particule. Hein, si gamma vaut 6 ou 7, on a dit pour les muons, le MC2 il compte déjà plus que pour un septième. Mais certains rayons cosmiques ont des gammas qui vraiment font peur. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce qu'ils ont des facteurs de Lorentz qui peuvent être de l'ordre de 100 milliards. Les plus énergétiques. C'est ça mon sujet de recherche. C'est les rayons cosmiques les plus énergétiques. Facteur de Lorentz de 100 milliards, c'est un truc de fou. Parce que ça veut dire que une seconde de leur temps propre, entre deux événements entre lesquels il s'est écoulé une seconde pour ces rayons cosmiques,
il s'est écoulé 3500 ans. Et la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres, dans leur référentiel, c'est 1,50 m. Voilà. Ces particules sont un peu folles, on ne sait pas trop d'où elles viennent, c'est pour ça qu'on essaye de comprendre. On les appelle des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. D'accord. C'est pas très... Elles ont été toutes émises au même instant. Ah, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles sont accélérées, on cherche à comprendre. Mais elles sont très rares. Il y en a une par mètre carré par milliard d'années. Faut pas la louper, quoi. Ça va pas vite. On en a détecté quelques-unes. C'est la fête qu'on vous en choper un, quoi. C'est un peu la fête. Alors on a des détecteurs qui font des milliards de mètres carrés. Je vous expliquerai ça une autre fois quand on visitera notre expérience. Il fait juste le courant pour ça. Hein, ouais, mais ça peut être quand vous voulez. Ah bah on est là. Ah bah non, d'accord. Sinon, j'ai la clé, on monte les plaques, je vous montre. Bref, bon, on reste là pour la relativité. J'espérais faire en plus la physique quantique. Ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un cours. Ouais. On fait ça quand? Demain. Vous me dites? On se retrouvera un jour. Bon, on vous envoie un mail. Vous m'envoyez un mail, vous trouvez un... On peut faire un combiné. Ouais, on fera un combiné, on fait un cours visite. Cours visite? Un cours, Ouais. visite. On se prend une après-midi. Ok. Bon, bah, bon week-end. Avec ces protons, pour remonter à l'origine de l'univers. Non. Non, non. J'avais Oui, bah non, là c'est non. Non, parce que...